Madame la Ministre, Monsieur le Directeur de l'École normale supérieure, cher Marc, Monsieur le Président, Madame le Secrétaire de l'association, je me souviens de ceux de 14 pour Genevois, accompagnés des membres de votre famille. Mesdames et Messieurs, chers camarades, chaque année, le 11 novembre à 11h, heure d'entrée en vigueur du cessez-le-feu, la direction de l'école, représentée par son directeur, et l'association des élèves, anciens élèves et amis de l'école normale supérieure, dite AULM, créée en 1846 et que j'ai l'honneur de présider, se réunissent en présence de camarades et d'élèves pour rendre hommage, devant ce monument aux morts, aux normaliens tombés pendant la Première Guerre mondiale. Comme vous pouvez le lire sur ce monument, l'école normale supérieure a payé un lourd tribut à la Grande Guerre. La moitié des élèves entrés à l'ENS entre 1910 et 1914, 69 d'entre eux, ont été tués pendant le premier conflit mondial. Cette hécatombe n'a pas seulement touché les conscrits, âgés d'une vingtaine d'années, mais aussi 30% des 830 élèves mobilisés parmi les classes 1886-1917, soit près de 250 élèves. Cette proportion particulièrement élevée correspond à celle des officiers saint-cyriens morts pour la France durant la Grande Guerre. Alors qu'elle n'est pas une école militaire, à la différence de Polytechnique ou de Saint-Cyr, l'ENS incarne, dans notre mémoire collective, l'engagement des intellectuels au combat. Le sens du devoir et de ce qu'ils doivent à la République qui les a choisis et formés, mais aussi la préparation militaire donnée à l'école à tous ses élèves dès 1905, et plus encore, leur incorporation systématique dès le début du conflit dans l'infanterie, où les taux de perte chez les officiers mobilisés s'élèveront à 30%, explique cette hécatombe. Ces disparitions interviennent en majorité durant les premiers mois du conflit. Près de 4 normaliens sur 10 décèdent en 1914. Alors que la bataille de la Marne fait rage, dans son discours du 4 mars 1916, Paul Painlevé, mathématicien et normalien, alors ministre de l'Instruction publique, s'écrie « Aujourd'hui, comment parler de l'école normale supérieure sans évoquer avec une tendresse particulière, avec une piété profonde, tous ces jeunes gens qu'elle a formés pour penser et qui ont su si bien combattre. Comment ne pas voir se dresser devant soi cette élite de chercheurs, de savants, d'écrivains qui si vite se sont révélés des chefs sous la mitraille. Nous honorons aujourd'hui la mémoire de Maurice Genevois, mobilisé, envoyé au front à 24 ans, mais nous pensons aussi, en ce moment, à nos camarades, peu souvent cités, dont les noms figurent sur ce monument, car moins illustres, et qui sont associés à des normaliens plus connus, tels Charles Péguy, ancien élève du lycée Potier d'Orléans, comme Maurice Genevois, lieutenant de réserve, tué en septembre 1914, à 41 ans à la veille de la première bataille de la Marne. Il avait écrit « Je pars, soldat de la République, pour le désarmement général et la dernière des guerres ». Nous pensons aussi à ces normaliens qui avaient dépassé l'âge de la mobilisation et qui se sont réengagés, comme le philosophe Alain, parti combattre à 46 ans, comme simple brigadier dans l'infanterie, ou comme Charles Baillet, alors directeur de l'enseignement supérieur, né en 1848, ancien soldat de la guerre de 70, qui à l'âge de 65 ans s'est réengagé comme sous-lieutenant et qui meurt de maladie en 1918. L'école et ses élèves ont cherché, dès le sortir de la guerre, à bâtir par l'histoire et la littérature un mémorial du souvenir en hommage aux normaliens tués. Ce tombeau littéraire s'est d'abord appuyé sur les témoignages, les milliers de lettres envoyées par les normaliens à leurs familles, à leur école lorsqu'ils étaient au front. Marc Mézard en parlera dans un instant. Il s'est nourri ensuite des notices nécrologiques publiées dans l'annuaire des anciens élèves par notre association depuis 1846, dont l'un des buts est de faire œuvre de mémoire en publiant pour chacun de nos camarades décédés une notice nécrologique écrite par un ancien élève qui l'a particulièrement connu et aimé. Cette œuvre de publication de notices continue encore en 2020. Après 1918, ce récit de quelques pages raconte la courte vie de nos camarades décédés au combat, mais aussi leur mort au combat et aussi le sens de cette mort. Puis la littérature, la grande,
a donné ensuite une autre dimension à cette œuvre de mémoire. Au-delà du rituel du 11 novembre, l'appel aux morts, des monuments, de la célébration du soldat inconnu, cet effort de mémoire a une traduction littéraire dont l'œuvre de Maurice Genevoix, par le génie de la langue, est l'une des expressions les plus achevées et qui commence dès 1916 avec son premier ouvrage Sous Verdun. Avec Maurice Genevoix, c'est l'écrivain du souvenir et de la mémoire de la Grande Guerre, sans cesse retravaillé, qui est honoré, mais c'est aussi le rôle des lettres et de l'écriture dans nos sociétés frappées par des chocs et des traumatismes, le rôle de l'écriture pour tenter de donner sens à ce traumatisme, à ce que Maurice Genevoix appelait cette farce démente, mais qui révèle aussi, selon ses propres mots, l'invincible espérance des hommes, espérance dans la liberté, dans le savoir, dans la camaraderie, qui sont ceux qu'on cultive plus que tout au sein de l'École normale supérieure. Le Maurice Genevoix qui entre en Panthéon, c'est aussi l'un de ces jeunes normaliens, officiers subalternes, tués au combat et restés inconnus, que nous honorons chaque année le 11 novembre et qui entrent en même temps que lui au Panthéon. Je vous remercie de votre attention. Madame la ministre, Madame la Présidente, chère Marianne, chères anciennes et anciens élèves qui nous suivent à distance, la cérémonie d'aujourd'hui revêt un caractère tout à fait exceptionnel puisque cette commémoration du 11 novembre se déroule en présence du cercueil de Maurice Genevoix et autour de sa famille que je tiens à saluer ici. Il y a près de 100 ans, lorsque l'armistice de la Grande Guerre a été proclamé, Maurice Genevoix était convalescent dans sa commune du Châteauneuf-sur-Loire. Il faisait alors partie de ceux revenus des tranchées, des mutilés, des gueules cassées, des sans-noms et des sans-voix, pour lesquels il a témoigné toute sa vie, de Sous Verdun en 1916 à la mort de Pray. Si Maurice Genevoix est là aujourd'hui, si son cercueil sera transporté tout à l'heure au Panthéon, c'est parce qu'il a donné une voix aux poilus de la guerre de 14, une voix aux ombres grognantes, comme il l'écrivait. C'est parce que ces mots nous permettent de ressentir ce qu'ont vécu celles et ceux qui ont connu la Grande Guerre. Ceux de 14, justement, c'est un livre. Et nous savons tous que c'est aussi ce livre qui entre au Panthéon aujourd'hui, avec Genevoix et avec tous ceux qui sont morts dans cette guerre à la fois horrible et absurde. Une guerre que nous n'avons pas su arrêter, et je ne peux m'empêcher de mentionner aujourd'hui 2 autres normaliens qui ont œuvré sans relâche pour la paix parmi tant d'autres. Jean Jaurès, bien sûr, qui le paya de sa vie le 31 juillet 1914, et Romain Rolland, l'auteur d'Au-dessus de la mêlée, infatigable artisan du pacifisme. Aujourd'hui, cet hommage national rendu à ceux de 14 est aussi l'éclatante démonstration que les livres sont des objets de première nécessité, j'oserais même dire d'absolue nécessité. Je ne puis revenir ici sur la carrière de Maurice Genevoix, sur le Goncourt ou l'Académie française. Encore la semaine dernière, un colloque organisé à l'école par Laurence Campa venait explorer divers aspects de cette œuvre passionnante. Mais c'est bien d'un étudiant de la promotion Lettres 1911 que je souhaite vous parler aujourd'hui. Le sous-lieutenant Genevoix n'a que 23 ans lorsqu'il part au front. Paul Dupuis, secrétaire général de l'école, entreprend alors une correspondance avec ces jeunes normaliens arrachés à leurs études. Professeur d'histoire et de géographie, il est bientôt capable de retracer l'évolution des lignes de front via l'abondante correspondance qu'il reçoit et qu'il traite scrupuleusement. Ces lettres témoignent aussi des petites histoires de la Grande Guerre et de la vie de l'école pendant le conflit, une école morose et vide, bientôt transformée en hôpital militaire. Parmi ces correspondances, pourtant, celle de Genevoix se distingue. Elle révèle aussi une amitié naissante, et c'est bien cette amitié qui conduit Dupuis au chevet de son élève, après qu'il a été blessé aux Éparges en avril 1915. Dupuis, fidèle à ses missions de pédagogue, encourage donc Genevoix à se tourner vers l'écriture. Dès le début de leur correspondance, il écrivait d'ailleurs à son élève « Il n'y a jamais un mot de trop dans vos notes, et il n'y en a pas un seul qui n'évoque une image. » Genevoix devient mémorialiste de la condition des soldats de la Première Guerre mondiale, les sans-noms et les sans-voix. Michel Bernard, que beaucoup d'entre nous connaissent, résume cette amitié et cette entrée en littérature par les mots suivants. Dupuis visait autant à drainer le pu de la guerre hors d'un esprit malade de trop de violence et de trop de chagrin, qu'à obliger le jeune homme à donner le grand livre qu'il portait, ce témoignage sur la guerre qui la ferait voir et entendre.
C'est ici même, à l'ENS, que Genevoix a posé les bases de ceux de 14, en rédigeant le premier volume de Sous-Verdun. C'est ici même que les encouragements d'un professeur ont participé à bâtir l'œuvre d'une génération sacrifiée. Voici l'exemple d'un engagement à son échelle la plus intime, la justification même de cette école où nous nous trouvons, l'accompagnement et le soutien d'un professeur à son élève, jusqu'à l'aider à accoucher d'un chef-d'œuvre, à survivre par l'écriture. Dans cette relation entre Dupuy et Genevoix, on lit toute la raison d'être de l'école normale, notre mission, notre espoir aussi, de former de jeunes érudits engagés et résolus à œuvrer pour autrui, sous les innombrables formes que cela peut prendre. Jusqu'à son décès en 1980, on dit que Genevoix a porté une chevalière montée d'une pierre rouge, un cadeau de Paul Dupuy, dont il ne se serait jamais séparé. La présence de Maurice Genevoix et de sa famille en nos murs aujourd'hui n'est que la continuation de ce lien indéfectible. Jules, l'arrière-petit-fils de Paul Dupuy, était à l'école avec moi tout à l'heure et participera tout à l'heure à la cérémonie de panthéonisation de Maurice Genevoix. Un siècle plus tard, grâce à la littérature, le souvenir de l'amitié est toujours aussi présent. L'œuvre de Genevoix dit toutes les brutalités d'une guerre insoutenable. Elle n'est fidèle qu'aux hommes et aux femmes, fraternelle avec tous ceux de 14 dont Genevoix est le porte-étendard. C'est une fierté pour l'École normale supérieure d'avoir formé un citoyen et un esprit si généreux, un auteur si essentiel, et en cette journée, nous saluons la mémoire de toutes les normaliennes et normaliens morts pour la France. Nous sommes émus de participer à cet hommage exceptionnel rendu à l'un d'entre eux, Maurice Genevoix, qui retrouvera au Panthéon ses camarades Jean Jaurès, Paul Painlevé, Jean Perrin, Pierre Brossolette et Paul Langevin. Monsieur le directeur de l'École normale supérieure, Madame la conseillère d'État et présidente de l'association des alumnis de l'École nationale supérieure, chères familles, Mesdames, Messieurs, Maurice Genevoix est déjà un immortel. Il l'est depuis qu'il est entré dans notre histoire sur le front de la Meuse. Il l'est depuis plus d'un siècle, depuis qu'il a écrit les premières lignes de son œuvre. Il l'est depuis qu'il a gagné les honneurs de notre langue sous la coupole de l'Académie française. Il l'est par le buste qui le représente aux Éparges. Un crayon à la main droite, tenu avec la légèreté de l'artiste, prêt à peindre sa toile. De l'autre, son précieux carnet de campagne qui ne le quittait pas, agrippé fermement comme un trésor inestimable. Ce carnet qui recueillait les émotions, les saisissements, les bouleversements d'un jeune officier. Ces lignes écrites dans la poussière des chemins d'été de 1914, sous les averses de la Marne, dans la boue des Éparges, dans les quelques accalmies de l'orage de feu grondant sur la tranchée de Calonne. Dans ces heures terrifiantes de la Grande Guerre, où les soldats ont fait davantage que ce qu'il est possible de demander à des hommes. Maurice Genevoix était un de ces intellectuels mobilisés sous la mitraille, de ces centaines de normaliens qui ont combattu, qui ont accompli leur devoir. Il était de ces étudiants, futurs écrivains, chercheurs, savants, professeurs, qui se sont révélés au front en chefs de troupe héroïques. Monsieur Maurice Genevoix, dans cette école qui fut votre maison, vous poursuivez aujourd'hui votre marche qui vous mène du cimetière de Passy à la montagne Sainte-Geneviève. Et vous n'êtes pas seul. Vous êtes le porte-étendard d'une génération. Lundi, vous avez rassemblé à la nécropole du trottoir tous vos camarades de combat, tous ceux de 14, tous les combattants de la Grande Guerre. Ici même, vous conviez symboliquement au défilé de l'honneur vos compagnons et condisciples normaliens, morts pour la France et engagés dans le tumulte de la guerre. Vous êtes le flambeau de ces disparus, de ces ombres qui enterrent vos nuits, de ces visages de la jeunesse sacrifiée. Le Panthéon vous attend et vous ouvre ses portes. Vous avez partagé les mêmes enthousiasmes, les mêmes désillusions, les mêmes douleurs.
Vous avez traversé les souffrances et les tourments de votre génération que rien n'avait préparé au déluge de feu et au déferlement de la guerre moderne. Vous avez passé des heures de fatigue et d'attente interminables, des joies et des instants de profonde camaraderie. Vous avez affronté coude à coude, épaule contre épaule, des épreuves inimaginables. Vous avez partagé les jours anxieux et les nuits fiévreuses. C'est pour cela que cette cérémonie, ainsi que celle du Panthéon, selon les souhaits du président de la République, sont un hommage à la fraternité combattante, à la fraternité républicaine, à la fraternité française. En quelques jours, en quelques mois, comme tant d'autres, votre vie a basculé. La Grande Guerre vous a confié un nouveau destin. Elle fit de vous un combattant et un de nos plus remarquables écrivains de guerre. Ceux de 14 est indissociable de la rue d'Ulm, de ce jour où, vous l'avez dit, monsieur le directeur, Paul Dupuy, secrétaire général de l'école, vous demanda de lui écrire régulièrement depuis le front. Il fut le premier lecteur de ce chef-d'œuvre écrit par un de ses plus brillants étudiants, par un cacique de promotion. Plongé dans les événements, emporté comme un fétu par le vent de l'histoire, vous consignez votre expérience de guerre dans cet inestimable carnet. Vous trempiez votre plume dans l'encre de la tragédie humaine. Vous griffonniez sous une casemate, devant un brasero ou blotti contre un sac de sable, les premières pages du plus grand témoignage d'un combattant français de la Première Guerre mondiale. C'est un soldat blessé, un homme marqué à vif, qui, sur les instances de Paul Dupuy, rassemble ses notes, ses lettres, ses impressions et ses souvenirs. Ceux de 14 est l'œuvre d'un rescapé, d'un blessé qui revient de loin. Voilà pourquoi ces 1000 pages sont si puissantes, si bouleversantes. Tout y est histoire vécue et réalité. Ni roman, ni fiction. C'est l'éphéméride de la Grande Guerre. C'est la chronique du quotidien et des souffrances des poilus. C'est le témoignage à hauteur d'homme, sincère et fidèle, d'un soldat qui accomplit son serment, dire ce que fut la guerre. Avec des mots qui poussent le récit au plus près des choses et des êtres, avec le réalisme de Maupassant et l'exactitude de Flaubert, la grâce de votre écriture vous transporte d'horreur en pitié, de désespoir en amitié. Nous y entendons l'artillerie qui écrase les pitons enneigés, les obus qui éclatent dans un grondement sourd, les cris des blessés et leurs appels suffocants, mais aussi le hennissement glaçant des chevaux. Nous sentons l'odeur de la poudre qui envahit le no man's land. Nous pataugeons dans la boue informe et envahissante qui s'insinue en tout et partout. Nous nous cachons dans le même trou d'obus, charnier des jours précédents. Nous partageons les instants de repos, de ravitaillement et les parties de cartes. C'est cela, ceux de 14. C'est la guerre éclairée sans faux semblant, sans fausse pudeur. Ce sont les morts de la Grande Guerre immortalisés dans ce mausolée de papier. C'est pour cela, Maurice Genevoix, que vous resterez le poète sublime de nos poilus, celui de tous les braves de 14-18, celui des 8 millions de soldats qui combattirent sous les couleurs de notre drapeau, des centaines de milliers de blessés dans leur chair comme dans leur âme, des 1 400 000 hommes tombés pour la défense du pays. Ce 11 novembre 2020, tous entrent dans votre sillage, dans un sépulcre à la hauteur des sacrifices consentis. Et ici, mesdames, messieurs, au nom du gouvernement, je veux particulièrement saluer l'engagement patriotique exemplaire des Normaliens au cours de la Première Guerre mondiale et rappeler l'immense dévouement de la famille normalienne. Dans cette hécatombe, près de la moitié des élèves partis en août 1914 ne sont pas revenus. Les Normaliens se sont donnés sans réserve. Ils ont été de ces combattants qui ont fait, avec une patiente énergie et une sourde résolution, l'honneur de la France, qui ont dessiné les traits de la victoire.
L'étonnant destin de la France fut toujours de voir jaillir de son sol, à l'heure nécessaire, les hommes qui étaient indispensables à son salut. C'est ce que proclamait le président Alexandre Millerand il y a 100 ans exactement, sur les marches du Panthéon, devant le cercueil du soldat inconnu et le chœur de Gambetta. Le sacrifice normalien a né l'illustration. Depuis un siècle, notre reconnaissance n'a pas cessé. Aujourd'hui encore, la nation exprime sa gratitude intacte et inaltérable. Parce que le cercueil devant moi est aussi le tombeau de la génération de 14, nos générations d'aujourd'hui ont le devoir de se souvenir et de transmettre. Ainsi, ceux de 14 ne mourront pas une seconde fois par l'oubli. C'était votre volonté, Monsieur Maurice Genevoix. La République y est fidèle. Vive la République, vive la France.